Vous avez vu sur l'affiche, vous avez vu que mon tableau, un de mes tableaux préférés, de René Magritte, peintre surréaliste belge, ceci n'est pas une pipe. Quand il a produit, rendu public ce tableau-là, il a même eu des lettres d'insultes. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à ce moment-là. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par ça. Ils se foutent de nous, ils se moquent de nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, lui, il disait, mais cette pipe, c'est pas une pipe parce qu'on ne peut pas la fumer. Donc en fait, c'est une image, c'est une reproduction d'une pipe. Et à partir de cette image-là, moi je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce que c'est que l'image. L'image a beaucoup de sens. Déjà, quelle image avons-nous de nous-mêmes? Quelle image avons-nous des autres, simplement? Nous sommes tous des metteurs en scène. Tous les matins, nous nous mettons en scène, en fonction du monde qu'on va voir de l'après-midi, en fonction des circonstances, on va s'habiller de telle ou telle façon, en fonction du climat aussi, etc. En fait, nous choisissons une représentation en fonction du moyen de communication qu'on va avoir avec les gens qu'on va rencontrer. Déjà, quand on parle d'image, quelle image est-ce que vous aviez pour cette conférence? Dès qu'on parle d'image, on va se projeter. Projeter, projection cinéma, ça vient du latin proiacere, c'est je jette en avant. Donc je vais dans le futur, quelque part. J'ai une attente, j'ai un projet. Et puis, quand je vous disais qu'il y avait des plateformes entre le langage de l'image, le langage photographique, le langage cinéma, et par exemple les relations sociales, tout ce qui est communication, on peut se dire, tiens, voilà toutes des expressions qu'on utilise au quotidien, qui sont empreintes au langage de l'image. Ce type n'est pas net, je vais faire le point, j'ai une vue panoramique de l'ensemble. Je ne sais pas, ceux qui ont déjà fait du développement photo argentique savent très bien qu'à partir d'un négatif, on va mettre dans un bain révélateur et on va se développer pour avoir un positif. C'est exactement le langage du développement personnel. Et de tout, je ne sais pas, il y en a plusieurs qui ont des professions qui s'apparentent à la psychithérapie, on va dire. Bon, c'est quelque chose qui doit vous parler aussi. Faire la lumière, bon, etc. Devenir acteur ou auteur de sa vie, c'est vrai, bon, j'ai l'habitude de m'adresser surtout à des jeunes de 18 ans qui me disent, ben oui, moi je suis acteur et auteur. Je dis, ben pour l'instant, vous n'avez encore rien écrit. Vous écrivez le scénario que vos parents ont écrit pour vous. Maintenant, c'est à vous à prendre votre place et à suivre la lignée de ce que vos parents vous ont destiné, ou alors carrément de prendre l'arène, d'être réalisateur de votre propre vie. Alors quand on parle d'image, on va souvent utiliser des conventions pour que les gens puissent nous comprendre. Une des conventions très utilisées, c'est le code de la route. On a tous compris que le signe de gauche, là, même si ça ressemble à un téléphone du XXe siècle, on a tous compris que ici, maintenant, il est interdit de téléphoner. Ça veut dire une perspective, un contexte spatial et temporel. À droite, c'est encore plus clair, c'est marqué « défense de fumer ». Il est interdit de fumer des cigarettes, on monte une cigarette, comme symbole, comme image, de métaphore de tout ce qu'on peut fumer. La pipe, le chicha, je ne sais pas, avec les jeunes, on peut parler de pétard, tout ce qu'on veut, enfin. En tout cas, on a tous compris ce qu'il fallait faire. Ici, c'est un peu moins clair. C'est-à-dire que le contexte spatial et temporel est un peu faussé. Ça ne veut pas dire que le local ici est interdit aux femmes enceintes qui boivent. C'est-à-dire que ce truc-là ne prend du sens qu'à partir d'un endroit bien spécifique, une proximité d'alcool. On a compris que ce que la dame est en train de boire, c'est pas de l'eau, c'est de l'alcool. Et le fait qu'elle soit enceinte, il est déconseillé. On quitte l'interdiction, on part dans le déconseil, on va dire. Et puis ça dépend des contextes aussi. Il y a des affiches comme ça, enfin des panneaux comme ça, qu'on ne voit pas chez nous, parce que c'est particulier au pays du coin. Tout ça, ce sont des moyens de communication. On va utiliser l'image pour ne pas devoir mettre des mots tout le temps. Une image, un symbole, le lecteur, le spectateur a tout de suite compris, il fait le lien, il transforme ça en linguistique, dans quelle que soit sa langue, et il a compris le sens du message qu'on voulait donner. Donc on peut partir sur un fait. Qu'est-ce que c'est que communiquer? Alors là, j'avais trouvé ça sur Internet, un gars qui avait collé une pipe sur un tableau, il a mis « ceci est bien une pipe ». Mais à partir du moment où il le met sur Internet, il a tout faux. C'est de nouveau une image. Donc ça marche pas. Alors c'est quoi communiquer? Est-ce que quelqu'un a une définition facile, rapide? Communiquer, c'est quoi?
Un échange d'informations, ok, parfait. C'est-à-dire que nous avons un émetteur, un récepteur et un message. Ok. Si c'est qu'on a oublié un petit truc, c'est que nous avons besoin d'outils, de canaux de communication, et surtout aussi, nous avons un objectif. Nous avons toujours un objectif quand on veut communiquer. Et une vraie communication interpersonnelle, en tout cas, je ne parle pas des communications politiques telles qu'on en voit récemment, c'est-à-dire qu'on doit faire attention un peu au retour, au feedback, pour savoir si ma communication est bien rendue ou pas. Si elle n'est pas rendue, je vous présente Hervé. C'est-à-dire que si mon message n'est pas passé auprès de mon récepteur, ben, soit je change de message, soit je change de canal, soit je revois mes objectifs, soit carrément je change d'interlocuteur. Si la communication n'est pas possible avec cette personne. Okay. Alors pourquoi on communique? J'en ai décelé 5 enjeux. Un enjeu d'abord informatif. On va communiquer quelque chose, on transmet une information. On a aussi un enjeu d'identité. Je communique pour dire, écoutez-moi, j'existe. Ah, vous me regardez, ça va. Ah, oui, vous me regardez, quelque part, j'existe grâce à ça, à cette communication. J'ai aussi un objectif d'influence. Pas ce soir, je n'ai pas besoin de vous influencer, de vous manipuler, de vous séduire, ou de vous vendre quelque chose. Mais en tout cas, c'est un enjeu important aussi en termes de communication. D'ailleurs, en communication politique, j'aime pas quand on dit c'est de la com. Parce que de la com, la vraie com, il se fiche complètement du récepteur. La com telle qu'ils disent en politique, c'est je transmets un truc et j'espère que ça va passer. Je reviens sur mes enjeux. J'ai aussi un besoin d'établir des liens relationnels avec les gens autour de moi. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de contacts visuels, tactiles, oraux, verbaux, etc. Verbaux et tout ça. Et puis nous avons encore un enjeu qu'on oublie souvent aussi, c'est un enjeu normatif. Tous les panneaux du Code de la route que je vous ai montré, c'est pour nous donner des règles, des normes de fonctionnement en société. Comment est-ce qu'on fonctionne? L'éducation qui vient là-dedans, nous avons la culture qui rentre là-dedans. Bref, nous avons un paquet de données qui vont nous permettre de vivre en société, de vivre en bonne entente avec les gens qui nous entourent. Ces 5 enjeux-là, ok, comment est-ce qu'on va les transmettre? Nous allons les transmettre il y a un fond et puis une forme. Le fond, c'est tous les mots que je vais utiliser. D'après Albert Mehrabian, en termes d'émotionnel, les mots ne vaudraient que pour 7% de ce qui passe comme message. La voix, c'est le paraverbal, c'est-à-dire l'intonation, le volume, l'accent, etc., la rapidité, la prononciation ne vaudrait que pour 38%. Et là, on revient dans mon image, le non-verbal. Le non-verbal compterait pour 55%, c'est énorme. On ne s'imagine pas ça du tout. Quand on voit des débats à la télé, parfois ça me fait toujours rire, celui qui parle le plus fort a l'impression de gagner. Mais par contre, on ne voit pas du tout sa gestuelle, on ne voit pas du tout, enfin, il ne tient pas compte de ça. Et pourtant, c'est ça qui marque les gens. Quand on va voir un meeting politique, je mets quiconque au défi de dire qu'est-ce qu'il a été dit. On aura retenu peut-être quelques slogans, mais ce qu'on aura surtout ressenti, c'est l'impulsion, c'est le dynamisme, c'est le charisme de la personne. Quand vous allez voir au cinéma, je vous mets au défi aussi de me raconter les dialogues, à part certains qui sont hyper célèbres, You talk to me, You fuck my wife, ce genre de trucs-là. Mais à part ça, bon, tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui va nous transmettre comme émotion, ça va être la mise en scène, l'éclairage, le jeu des acteurs, le son aussi, hein, la bande-son, la musique, tout ça, ce sont des éléments qui font partie de ce que nous, récepteurs, nous allons retenir de la communication du film et compagnie. Alors, revenons un peu, quelques instants quand même, sur les mots. Les 7% des mots, c'est sûr qu'il y a des expressions qui sont beaucoup plus positives que d'autres. Il y a des mots, par exemple les mots hérissons, c'est tous les mots qu'on entend au journal télévisé. Hein, tous les trucs qui nous transmettent de la peur ou de la colère. Quelque chose qui nous fait réagir de façon assez négative quand même. On parle de problèmes, on va parler de crise, on va parler de blocage. Hein, on ne va pas regarder le journal télévisé ce soir, mais enfin j'imagine bien que les chaînes d'infos continues vont utiliser ce genre de vocabulaire à volonté. Les mots positifs, on devrait peut-être aussi pouvoir les utiliser de temps en temps.
Mais malheureusement, on est beaucoup plus dans la communication négative. Nous avons aussi tout ce qui est expression barbelée. Barbelée, c'est vrai que quand vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas le même avis que vous, si vous lui dites c'est ridicule, c'est con ce que tu dis, ben, il faut fermer la communication. Vous pourrez très bien lui dire, moi je ne pense pas pareil, qu'est-ce que tu veux dire par là? Reposer une question ouverte, plutôt que de bloquer. Souvent c'est par manque d'argumentation qu'on va mettre des barrières pour dire moi je reste dans mon précaré et je ne veux surtout pas entendre ton point de vue. Mais alors pourquoi discuter? On pourrait par exemple, il y a plein de mots qu'on utilise au quotidien qu'on pourrait transformer en positif. Hein, je ne sais pas, c'est pas faux. Le nombre de gens qui disent c'est pas faux. Je trouve, tu n'as pas tort, j'ai pas détesté. Déjà, c'était pas terrible, mais c'était pas nul. Ok, d'accord. C'est pas bête, j'avoue. Les jeunes disent ça beaucoup. J'avoue, plutôt que de dire je suis d'accord, quoi. Oui, j'avoue. Ok, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Ça veut dire que vous rendez un service à quelqu'un, la personne vous dit, elle vous dit merci, vous lui dites il n'y a pas de quoi. Ça veut dire quoi? Le service que vous lui avez rendu ne vaut rien? Ou alors de rien? Mais si, de quelque chose quand même, j'ai rendu un service, donc tu me remercies pour ça, j'apprécie, je reçois, j'accueille ton merci. Pas de problème, pas de souci et compagnie. Maintenant, on pourrait aussi tout à fait simplifier. Hein, ça c'est pas... Ça nous facilite la tâche, effectivement, donc si vous savez orthographier ça, vous êtes déjà certain d'avoir une bonne note. Et puis, il y a parfois des mots aussi qu'on entend, enfin qui nous passent par-dessus la tête, et pourtant qui ont un impact assez particulier. Écoutez plutôt ça, ça date de 2015. Un témoignage de médecin. Il s'appelle Hassan Agraou. Il est musulman, marié à une Française. Il est devenu peu à peu une figure de la région de Cambrai, où il est installé avec ses 3 enfants depuis des années. Eh bien, il a retrouvé une oreille de cochon lancée dans son jardin. Il est musulman, marié à une Française. J'entends, moi, au journal de 20 heures, qu'on nous prend un couple en exemple, n'est-ce pas? Et qu'on nous dit, c'est un musulman marié à une Française. C'est dramatique, monsieur Pujadas. Ça n'est pas un musulman marié à une Française. C'est un Français musulman marié à une Française qui est peut-être pas musulmane, qui est peut-être catholique. Mais le poids des mots est très, très important. Dont acte, ne nous c'était ramenez une Française pas catholique. Uniquement à cela. Merci pour l'attention précise. Merci au mot. beaucoup. Vous avez raison, il compte beaucoup et c'était pas très heureux. Il est musulman, marié à une Française. Je suis français et je suis fier de l'être. Et malgré ce qui s'est passé, je reste toujours français et je reste toujours musulman. On est des Français, on est tous des Français, on est pour la République. Vive la République et vive la France. Voilà. C'est vrai qu'associer une religion à une nationalité, c'est quand même particulier. De même que, par exemple, il y a des mots qui me font toujours un petit peu hérisser, c'est la nuance entre migrants et réfugiés. Ça dépend de la couleur de peau, en fait. Nous avons des réfugiés ukrainiens, mais des migrants érythréens. C'est quand même un peu particulier. Quand on ajoute en plus ce genre de discours-là à l'image, et là, ça prend tout son poids. Une ancienne affiche UMP, là, par exemple, délinquance des mineurs, en finir avec l'angélisme. On est d'accord. Le gamin qui va attaquer une petite vieille, c'est pas sympa, c'est pas normal quand même qu'on le relâche ce soir. Mais qui c'est qu'on nous montre comme mineurs? Des jeunes mâles de couleur. C'est la définition du danger pour BFM. Alors ça c'est au Québec. Première vague de réfugiés à Québec. Au moins 4 migrants syriens sont arrivés. C'est une vaguelette quand même, hein. C'est pas un tsunami, quoi. Et puis alors ici, Vosges Matin, attention, vous êtes vidéoprotégés, les Vosgiens se méfient. Qui c'est qu'on nous met en dessous de la caméra? C'est pas mamie avec son caddie, hein. Donc c'est vrai que ce genre de choses-là, les mots ont leur importance, mais ajoutés en plus avec le poids de l'image, on leur confère un sens qui est particulièrement manipulateur, en tout cas intentionnel. Je vais vous demander de me choisir un mot joli ou un mot laid. Mot laid en 2 mots. Un mot joli. Chouette. Chouette. Ah, ils font la paire. Je vais les couper. Printemps. Printemps, c'est joli. D'accord. Un mot vilain. Politique. D'accord.
Alors, je peux vous demander, par exemple, chouette, est-ce que c'est pour ce que ça représente ou c'est pour la sonorité? Oui, c'est la sonorité aussi, oui. Parce que libellule, c'est joli, Oui, oui. mais t'as déjà vu la gueule d'une libellule en vrai, en gros blanc? C'est pas terrible. Pardon? C'est assez terrifiant quand même. Je sais pas, imagine une libellule de 2 mètres de haut, je crois pas que tu serais à l'aise. Donc en fait, quel sens, quelle image on va donner au mot joli ou au mot laid? Donc c'est nous qui allons interpréter, déjà, on fait un filtre dès le départ quand on parle de joli et de laid. On a chacun une expression, en tout cas un sens particulier. Arrivons maintenant dans notre 55%, notre non-verbal. Le non-verbal, en fait, il peut se décliner de quatre manières. Il y a d'abord tout ce qui est physique. Physique, c'est-à-dire la façon dont je me pose devant vous, la façon dont je vais bouger, la façon dont je vais me tenir, etc. Mais physique aussi, c'est les 5 sens. C'est-à-dire la voix, ma voix, est-ce qu'elle porte suffisamment, est-ce que vous aimez mon accent ou pas, peu importe. L'odeur, on se parfume pour quelque chose quand même aussi. Aussi, les phéromones, on est très sensible à ça. Le toucher, il y a des gens qui vous serrent la main en vous donnant une espèce de limace gluante comme ça. C'est aussi un moyen de communication. Bref, tout ce qui est physique. Nous avons aussi tout ce qui est esthétique à ce moment-là. Tout ce qui est esthétique, c'est un peu toutes les formes d'expression artistique. Mais aussi, on peut rajouter à ça les parures, les bijoux, les coiffures. Tout ça, ce sont des modes de communication aussi. Nous avons ensuite tout ce qui est signalétique. Tous les signes qu'on va utiliser, mais là on a besoin déjà d'une convention avec le récepteur. Est-ce qu'on a compris ce qu'il voulait dire? Là par exemple, vous voyez toute une série là, d'une photo, si je vous parle d'un bout de tissu qui est bleu, blanc et rouge, vous pensez automatiquement à... La Hollande. Voilà, il me casse mon cou. Ça peut être la Russie, ça peut être l'Angleterre, ça peut être les États-Unis, mais la plupart du temps on va dire, ah, drapeau français. Dès qu'on parle de bout de tissu, en plus, je n'ai pas parlé de drapeau, mais je vous montre un drapeau, mais je parle de bout de tissu. Et automatiquement, vous faites le lien avec le drapeau. C'est sûr. Alors, on pourrait déjà deviner où cette photo a été prise. A été prise au passé. Bon, c'est à Bruxelles ou à Strasbourg, hein, c'est le siège de l'Union européenne. Et puis, nous avons aussi tout ce qui est symbolique. Là aussi, on a besoin d'une convention, d'être d'accord avec ce que l'émetteur a voulu dire. Parce que là, je vous montre une svastika, un signe de religieux indien, qui est un signe de paix, que tonton Adolphe a utilisé d'une façon un peu détournée aussi. Et en fait, ces quatre modes de communication non verbale, elles sont soit intentionnelles, soit carrément non intentionnelles. C'est sûr que bien souvent, si je ne suis pas bien à ma peau, si je suis dépressif et compagnie, je vais avoir ma communication physique qui va être impactée. Je vais avoir les épaules tombantes, je vais traîner des pieds, je ne vais pas être pas à l'aise, etc. Par contre, si je suis en pleine forme, automatiquement, mais c'est non intentionnel, c'est pas volontaire. Donc ça, c'est déjà un peu problématique. Si je reviens dans mon physique, puisque nous sommes tous équipés avec ce véhicule-là, il faut quand même qu'on décline un petit peu comment ça fonctionne. On pourrait dire qu'il y a 3 fonctions, tout ce qui est postural, tout ce qui est facial et tout ce qui est gestuel. On a compris ici que ce petit couple-là, il y a de l'eau dans le gaz. Rien que la façon dont elle se tient, les bras croisés, le regard vers le ciel, lui qui nous interpelle pour dire « mais non, t'as vu ce qu'elle dit, t'entends ce qu'elle voit, etc. » Bref, le corps est très bavard, va transmettre parfois des choses complètement absurdes par rapport à l'intention, ou en tout cas à l'intention avouée. Il manifeste l'émotion que ressent et bien souvent beaucoup plus. Maintenant, il faut faire attention aussi, parce que ça demande aussi une convention. C'est embêtant ça. Par exemple, ce geste-là, ça veut dire, ok, super, je ne sais pas, c'est d'accord, ça marche, le chiffre 1, je fais de l'autostop, je fais du stop. Sur Facebook, c'est je like, ou je pas like. Dans certains pays, la compréhension, en tout cas la signification, est tout autre. Ça, en Grèce, ça veut dire 5. Ah bon. Au Canada, c'est le compagnon masculin, le chum. Se moucher dans les pays où on se mouche par terre, on va utiliser son pouce. Et puis, nous avons aussi ceci, en Sardaigne, ça veut dire ça. Si vous faites de l'autostop en Sardaigne,
Hein, si vous n'allez pas vous mettre au bord de la route en faisant ça, quoi, ça c'est sûr. Attention interdit, effectivement, ça, en Grèce et au Pakistan, ça veut dire je te maudis sur 5 générations. Donc si vous voyez un copain, dites oh, oh, ça risque d'être mal pris. Ça, en Turquie, c'est une insulte sexuelle. Le 2 en Grande-Bretagne. Vous allez chercher 2 Guinness dans un pub anglais, c'est exactement comme si vous alliez demander 2,5 en France. Ça c'est vraiment une insulte sexuelle très très courue, on fait beaucoup d'erreurs avec ce genre de truc. Ouais, bon, ça arrive, enfin, il faut le savoir. Oui. Donc ben, vous faites ça alors, vous en prenez 3 après, je sais pas, c'est autre chose. Mais, au début j'ai cru que c'était qu'ils avaient peut-être un anus plus large que le nôtre, peut-être non, c'est pas ça. Vous savez d'où ça vient ça? Ça vient de la guerre des 100 ans. Quand les Français chopaient des archers anglais, on leur coupait les doigts, histoire qu'ils ne puissent plus tirer. Et quand il y avait des troupes neuves, fraîches, des archers nouveaux qui venaient sous les fortifications, ici en Dordogne par exemple, eh ben, ils leur montraient leurs 2 doigts, disent on a nos 2 doigts, et on va vous les mettre au fond, les flèches, hein, c'est sûr. Donc c'est vraiment, hein, c'est devenu comme ça. Vous demandez, on n'a pas des copains anglais là qui sont là? Si. Est-ce que tu confirmes ce que je dis? Écossaise. On dit, oh, c'est pareil, hein, je crois. C'est aussi une insulte en Écosse, je pense. Bien. Dans ma posture, mon visage, ma gestuelle, il faut voir est-ce que c'est cohérent et est-ce que c'est consonant. Cohérent, c'est-à-dire, je dis quelque chose que je ne montre pas. Je montre l'inverse. Je vais être chez quelqu'un, je dis, oui, on se sent tout à fait aller chez toi. Ben non, bien sûr que non. Mon message dit tout à fait autre chose. L'incohérence, c'est aussi, apparemment, d'après Paul Ekman, un psychologue, qui raconte que la plupart, enfin beaucoup de schizophrénie pathologique viendrait de la petite enfance, où le discours des parents ne correspond pas aux actes qui sont transmis. C'est-à-dire, on a beau dire « je t'aime mon petit chéri », mais en le secouant comme un prunier, et le gamin, il ne comprend pas le verbe, il ne comprend pas les mots. Tout ce qu'il entend, il voit exactement le truc. C'est pareil, je ne sais pas, vous dites « oh, le méchant chien », il est content, lui. Hein. Si vous criez dessus en disant « gentil chien », il va se planquer. Donc fatalement, il ne comprend pas non plus les mots, mais il ressent l'intonation, il ressent le non-verbal. La consonance ou la dissonance, c'est quand il y a des postures partielles qui vont être en accord ou se contredire. Voilà un primate de ma connaissance. Il y en a un petit temps, hein. Oui, le ravage des ans. Nous voyons le visage, nous voyons la gestuelle, nous voyons la posture. Qu'est-ce qui nous exprime comme émotion? Qu'est-ce que vous ressentez là? Il a peur, c'est de la peur, ok, d'accord. Il est craintif, il se protège. À droite, vous avez le visage, la gestuelle et la posture. L'agressivité et tout ça. Bon, tout ça c'est cohérent entre eux, donc c'est consonant. Maintenant, si je prends mon petit Photoshop et que je mets le visage de la colère sur le corps de la peur, on dirait que la peur disparaît. C'est le visage qui prend le dessus. Même les gestes de défense, on dirait qu'il paraît à l'attaque. De l'autre côté, c'est un peu moins clair, on dirait le gars qui cherche les toilettes très vite, qui est une forme de panique absolue. Donc une peur, donc c'est surtout le visage qui va prendre dessus. Un exemple très célèbre de dissonance, c'était aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, où vous avez Tommy Smith et John Carlos, premier et troisième de la finale de 200 mètres. On est en plein Black Power, en plein de 68, hein, c'est l'assassinat de Martin Luther King, on est en plein de révolution pour les droits humains des Afro-Américains. Et ce qui nous choque particulièrement là-dedans, c'est, bon, il y a d'abord le symbole du gant noir, ils avaient aussi un petit logo, enfin une pastille là, qui montrait Olympics for Human Rights, mais le deuxième de la course l'arbore aussi par solidarité, lui il est australien, mais c'est aussi ce geste de victoire, de défi, et puis la posture de défaite ou de honte. Et les deux ne coïncident pas. Quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui est revendicatif, il va regarder loin. Et par contre, quelqu'un qui est perdant, qui est loser, on va dire, il va plutôt laisser abattre ses bras. Donc là, on est en pleine dissonance,
Et c'est ça qui a énormément marqué le monde entier. Pour la petite histoire, les pauvres gars, ils se sont fait évidemment sanctionner en rentrant aux États-Unis. On leur a piqué leurs primes, leurs médailles. Obama les a restitués dans leurs droits. Et tout. Pour la petite histoire encore, c'est que le pauvre Australien là, puisqu'il avait arboré le logo là, en rentrant en Australie, la Fédération Athlétique l'a aussi destitué. Il a terminé sa vie. Il n'a plus jamais couru. Il a terminé sa vie comme prof de gym dans un lycée. Et d'ailleurs, il est décédé et les deux autres sont allés à son enterrement, etc.